J'explique pas, mais ça s'est passé comme ça. Que chaque déporté a son histoire. Mon père, qui vivait en Pologne avant d'arriver en France, nous a beaucoup parlé de la Pologne, des pogroms qu'il y avait là-bas, et il nous faisait remarquer sans arrêt la chance que nous avions, mon frère et moi, d'être nés en France et d'être français et de vivre en France. Il nous faisait vraiment apprécier les valeurs de la République, et toute mon enfance a été bercée comme ça. Les parents d'Ida étaient des juifs immigrés qui étaient venus en France pour des raisons économiques ou de pogroms dans les pays de l'Est, qui étaient quand même un empêchement de vivre extrêmement fort. Ils étaient venus en France pourquoi? Parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme. C'est le pays auquel on peut faire et on doit faire confiance. À partir de l'Exode, c'est-à-dire en juin 40, au moment où la France est envahie par les Allemands, là, il y a un exode immense. Et c'est à ce moment-là que mes parents décide de me faire partir à la campagne. C'est au Genelier, près de Melle, à 2 pas du marais Poitevin, dans ce bucolique Poitou où l'art de vivre est une seconde nature, qu'Ida vivra les plus belles années de sa vie. Alice, sa nourrice, l'a adoptée. Tout amour, la brave femme parvient à atténuer le chagrin qui oppresse la petite fille qu'elle est encore, lorsque la nuit venue, seule avec elle-même, elle songe à la chaleur familiale qui lui manque beaucoup. Comme mue par un étrange pressentiment, l'enfant savourera ces quelques années de bonheur dont elle parle encore aujourd'hui, des paillettes de ciel bleu dans les yeux. Un bonheur teinté d'innocence qui, tel un miroir, se brisera dans cette maison du bonheur la nuit du 30 janvier 1944. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je ne suis pas partie me cacher à la campagne, parce qu'il faut quand même savoir que en juin 40, lorsque les Allemands rentrent en France, les Juifs qui vivent en France, qu'ils soient étrangers ou français, ignorent totalement ce qui va se passer. Donc, ils ne savent pas que dès octobre 40, il y aura le statut des Juifs, avec toutes les brimades que ça va entraîner. On sait avant la guerre ce qui se passe en Allemagne pour les Juifs qui sont chassés, qui sont expulsés, qui sont traqués, tout ça, on le sait. Mais on pense que ça arrive parce que c'est un régime fasciste, hitlérien, mais on pense qu'en République française, ça ne peut pas arriver. Et c'est ça qui est terrible. On ne pouvait pas imaginer. Et pourtant, il y avait eu le recensement de 1940. Donc les choses étaient déjà programmées. Malgré ça, ils ont été pris de court. Ils n'ont pas fait le passage entre l'indignité de ce qu'allait être l'État vichiste, et l'image que eux se faisaient de la France éternelle.
Et là, ils ont été piégés. Je reçois une lettre de mon père qui m'annonce que ma mère vient d'être arrêtée. Et en fait, ma mère a été arrêtée le 16 juillet 1942, lors de la rafle du 16 juillet, c'est-à-dire la première fois que l'on arrêtait des femmes et des enfants. Vous savez que des policiers ont été consignés dans la cour de la préfecture de Paris. On leur a donné des fiches, des listes, et on leur a dit que demain matin, ils allaient arrêter des familles, femmes et enfants, des familles entières. Eh bien, certains policiers se sont échappés et sont allés prévenir des familles qu'ils connaissaient. Eh bien, ma mère n'y a pas cru. Et ma mère a dit, des femmes et des enfants, mais pourquoi faire? Elle pouvait concevoir qu'on ait arrêté l'année d'avant déjà des hommes pour le travail, mais des femmes et des enfants, pourquoi faire? Et malheureusement, ma mère n'y a pas cru. Mais elle a eu peur pour mon père et pour mon frère, qui était déjà un grand jeune homme, et elle a absolument voulu qu'ils aillent se cacher chez des voisins. Donc mon père et mon frère se cachent chez des voisins. Ma mère reste à la maison et le lendemain matin, elle est arrêtée. Du 30 au 31 janvier 1944, à minuit passé, 3 gendarmes. Alors bien sûr, ma nourrice, elle dit « Mais c'est pas possible, vous n'allez pas arrêter cette gamine ». Alors là, le responsable des 3 gendarmes lui répond « Nous, on a des ordres. Ils ne la trouvent pas, on emmène votre mari ». Alice, elle pleurait toutes ses larmes de son corps. La pauvre malheureuse, ça lui tombait dessus comme ça. Mais moi, j'ai pas pleuré parce que je trouvais que je sais pas comment vous expliquer, pour moi, j'avais une sorte de mépris pour ces gendarmes. Je me suis dit, quand même, des Français, des gendarmes français, comment ils peuvent faire ça? Et puis, j'ai pas voulu pleurer devant eux par fierté. J'ai pas pleuré. L'obéissance au garde à vous, à tout ordre donné, c'est le commencement de la barbarie. Il faut avoir à l'esprit qu'éventuellement le devoir de désobéissance va s'imposer à nous. Et si on n'a pas cette perspective, alors, sans nommer d'exécutant, il est évident que Papon n'est peut-être pas un plus mauvais homme qu'un autre, mais il y a un moment où il ne lui apparaît pas scandaleux de signer en bas d'un papier une réquisition de la gendarmerie pour aller chercher la juive Ida Grinspan dans son village des Deux-Sèvres. Tant que la plume ne lui tombe pas de la main, tout peut s'enclencher. Les gendarmes, par exemple, qui ne pensaient pas à mal. Ils vont réveiller une gamine de 14 ans au fond d'une ferme. Ils n'ont qu'à dire que leur voiture a crevé ou qu'ils n'ont pas trouvé la ferme ni la fermière. L'arrestation des enfants, il s'agissait là surtout des enfants juifs. Hein. C'était l'extermination de toute une race programmée dans Mein Kampf et programmée dans toute la législation allemande mise en place dès leur arrivée en France et dans les autres pays qu'ils occupaient, hein, dans toute l'Europe. Hein. Parce qu'en Belgique, c'était pareil, hein, bien sûr. Hein. Et là, tout ce qui pouvait leur tomber sous la main, juifs, même des enfants de 1 an, 2 ans, partaient dans les camps de concentration. En arrivant à Drancy, au secrétariat, on nous dit qu'on va être déporté la semaine prochaine, dans quelques jours, on ne sait pas exactement quand. Et on nous dit tout de suite, hein, pour calmer le jeu, pour pas qu'il y ait de révolte, pour que les gens soient bien disciplinés, on nous dit tout de suite que ceux qui ont de la famille qui a été déportée avant eux, eh ben, on va les rejoindre. Et moi, je le crois. Il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Alors, dans un sens, ça me remonte le moral, ça me réconforte. Je me dis, bon, bah, je vais retrouver maman. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas vu ma mère. Et on nous dit qu'on va aller donc travailler dans des camps en Allemagne, quoi. Sans donner de précision. On ne parle pas d'Auschwitz. Auschwitz est absolument inconnu à Drancy. On ne connaît que l'Allemagne. C'est pour ça qu'on dit dans Drancy l'antichambre d'Auschwitz. Drancy était le point de départ de l'ensemble des déportés vers Auschwitz. Les gens qui arrivaient à Drancy étaient soit des gens qui avaient été préalablement raflés sur Paris ou la région parisienne, voire même arrêtés dans la rue, ou alors des gens qui avaient déjà transité dans d'autres camps, notamment les camps du Loiret, les camps du sud de la France, et qui étaient là, dernière étape, avant d'être après transférés vers Auschwitz. C'est une cité qui avait été conçue et commencé à être construite dans les années 1930. Comme elle n'était pas achevée et qu'elle n'était pas habitée, puisqu'il y avait des problèmes de transport qui se posaient, c'était le lieu idéal à l'extérieur de Paris, relativement discret, pour pouvoir interner un grand nombre de personnes dans l'attente d'être déportées par la suite.
Donc c'est un petit peu par souci de discrétion et également d'efficacité, entre guillemets, qu'on a décidé, dans le début de l'année 1941, de réquisitionner les bâtiments qui étaient inachevés encore à l'époque. Les départs se faisaient la première année, c'est-à-dire de 42 à 43, ils se faisaient à la gare dite de Drancy, qui maintenant s'appelle la gare du Bourget, qui se trouve sur la ligne du RER B. Et la deuxième année, toujours aussi par souci de discrétion, puisque là, il fallait traverser la ville pour emmener les gens à cette gare du Bourget, on les faisait partir de l'ancienne gare dite de Bobigny, qui se trouve donc sur la nationale en direction de Paris. Et ce, de 43 jusqu'à la libération du camp 44. C'est une gare de marchandises. On arrive sur le quai, à Bobigny, je ne sais pas combien il y a. D'abord, c'est la police française qui est venue nous chercher à Drancy. On nous a conduits dans des autobus. Et en gare de Bobigny, le long du quai, il y a un immense train de wagons à bestiaux qui est à quai, vraiment un très grand train. On trouve, je ne sais pas combien, peut-être une douzaine, peut-être plus de SS, je ne sais pas, je n'ai pas compté. Mais ce qui est quand même flagrant, c'est que c'est la police française qui nous emmène sur le quai et qui se retire après. Et après, ce sont les Allemands qui... Et alors, l'embarquement se fait à toute vitesse, parce qu'on ne veut pas attirer l'attention. Il y a des maisons très proches de la gare. On a interrogé des gens qui vivaient aux alentours de Drancy à cette époque, qui disaient on ne savait pas ce qui se passait. Bon, c'est vrai que c'est difficilement imaginable quand on voit une cité dans laquelle on va jusqu'à interner 5000 personnes, avec tous les jours des transferts, des arrivées, des départs, avec quand même si l'alimentation n'est pas exceptionnelle, mais quand même toute une logistique qui est mise en place avec des camions qui arrivent, des denrées alimentaires et tout ça. Non, les gens ne savaient pas. Ils savaient qu'il y avait des gens qui étaient là, maintenant, bon, ça s'arrête là, quoi. Je ne crois pas qu'ils pouvaient savoir ce qu'il y avait au bout du train, mais la capacité de réaction de quelqu'un qui n'accepte pas qu'on porte atteinte à l'autre, c'est pas au bout du train. C'est avant qu'il y monte. C'est avant qu'il soit arrêté pour qu'on l'emmène. Et c'est ça le fond du problème. C'est pas de savoir s'ils savaient où ils allaient. C'est que les gens étaient capables de savoir que c'était pas normal qu'ils aillent quelque part contre leur volonté, n'ayant aucune responsabilité, aucune culpabilité sur rien. Les chiffres qui sont vraisemblablement les plus fiables font état de près de 80 000 personnes qui ont transité par Drancy, qui ont été internées à Drancy. Sur ces 77 000 exactement personnes qui sont passées par Drancy, 63 000 ont été par la suite déportées. Et 2500 de ces 63 000 déportés sont revenus donc à la fin de la guerre. Et je peux vous assurer que quand on fait le recensement de tous les actes administratifs qui ont eu lieu entre les consignes allemandes qui étaient des consignes pour initier une demande et la conduite ensuite de toutes ces consignes au niveau de l'administration française, tant la préfecture, les préfectures, les polices, les gendarmeries, on est confondu par l'efficacité que cette chaîne de responsabilité a obtenue. Il faut quand même bien voir qu'en France, les Allemands qui s'occupaient du service 4B, SIPO SD 4B, qui avait charge uniquement de la question juive, étaient à un moment final de l'ordre de 2500. Vous vous rendez bien compte que s'il n'y avait pas eu cette complicité française, il n'y aurait jamais eu 76 000 personnes arrêtées. Dans les arrestations en France, à partir de 1942, aucun Allemand n'est jamais apparu. Depuis les consignes des préfectures, des commissariats, des gendarmeries, jusqu'aux conduites des cars qui amenaient les gens dans un centre de rétention, c'est franco-français. Et la conduite de ces déportés, hommes, femmes, enfants, depuis Drancy, était assurée par qui? Par la SNCF, avec des cheminots français, avec des gardiens gendarmes français. Et c'est à la frontière de Novéan, en Moselle,
que les équipages changeaient. Et il faut s'intéresser au mode de financement que la SNCF avait obtenu pour être payée de ces transports. Les conditions du voyage sont tellement pénibles. C'est un voyage qui dure 3 jours et 3 nuits. On est assis, bien sûr, on est assis par terre, sur le plancher où on a juste éparpillé un petit peu de paille. Il y a une toute petite lucarne qui laisse entrevoir le jour, une lucarne grillagée. On est précipité dans ces wagons. Pensez bien que, je ne vous dirais pas, je n'ai pas compté combien on était, mais on sait maintenant dans les écrits qui sont là, on sait qu'on a fait voyager les gens de 60 à 70 à 80 personnes dans un wagon. On est très, 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 très serré. Bon, au centre du wagon, on a placé un seau avec de l'eau et un immense baquet, une grande tinette pour tout le monde. Pendant un bon moment, personne n'ose aller à la tinette. Alors justement, ça c'est déjà la première dégradation que nous avons à subir, d'aller faire nos besoins devant tout le monde. Mais là, vous voyez, tout de suite, la solidarité s'est organisée. Parce que des adultes ont attrapé un manteau par chaque bout et ont essayé et ont camouflé les gens qui allaient aux toilettes, et après c'était les autres gens qui les camouflaient. Mais enfin, bon, pendant les 3 jours et 3 nuits, j'ai pas le souvenir d'avoir eu faim. C'est pas ça qui domine, c'est la soif. Parce que au bout de très peu de temps, l'eau a manqué. Il y avait juste un seau d'eau pour tant de personnes. Mais la tinette a débordé. La tinette a débordé parce qu'elle était pleine à ras-bord. Alors une partie de son contenu s'est répandue dans la paille, sur le plancher. Ce qui fait que nous avons continué le voyage dans une puanteur absolument insoutenable. Personnellement, c'est pour moi comment dirais-je, le souvenir le pire. Et je ne suis pas la seule, parce que n'importe quel rescapé dit la même chose. Et c'est à ce moment-là, justement, que les gens commencent à parler tout haut et puis à dire « vivement qu'on arrive, ça ne pourra pas être pire ». Et ça, c'est vraiment le leitmotiv des derniers moments du voyage. Ce qui fait que quand le train s'arrête brusquement à Auschwitz, on a tous poussé un soupir de soulagement. Alors l'arrivée, c'est quelque chose de... Je ne sais pas si on peut expliquer ce qu'est l'arrivée. Bon, on entend qu'on déverrouille des serrures parce qu'on a voyagé en wagon plombé. Les portes à glissière s'ouvrent. Bon, on arrive dans un paysage de neige en pleine campagne. On est reçu, entre guillemets, par des cris et des hurlements. Ça, c'est le comité d'accueil. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont les SS qui hurlent en allemand « Schnell, raus, los, los, schnell, schnell ». Et ce sont leurs chiens, ils ont leurs chiens au pied. Et ce sont leurs chiens policiers qui aboient. Alors, c'est une cacophonie terrible. Et ça, c'est fait exprès pour nous faire peur. On nous a crié « rassemblement en tête du train ». Alors, j'ai suivi 2 jeunes filles, on est arrivé à la hauteur de l'ESS qui était tout seul, et il y avait toute une rangée de camions qui attendaient les uns derrière les autres. Et l'ESS nous a parlé en français, un mauvais français qu'on a très bien compris, puis il nous a dit « ceux qui sont fatigués, vous montez dans les camions. Ceux qui peuvent marcher, vous restez là ». Eh bien, moi, je me suis positionnée toute seule avec les femmes qui marchaient, et je me suis dit en moi-même, moi, je ne suis pas fatiguée, je marche. Pourquoi j'ai dit ça? Alors, il se trouve que l'ESS ne m'a pas remarqué. Il était tout seul, donc il était plus affairé que s'il y avait eu quelqu'un avec lui. Il n'a pas remarqué, il n'a pas fait attention, et je faisais un peu plus que mon âge, et il ne s'est pas rendu compte, voilà. Ne rentrait dans le camp que les adolescents à partir de 15 ans et demi ou 16 ans qui pouvaient travailler. C'est comme ça que, par miracle, je suis rentrée. Auschwitz était un camp de concentration, une petite partie camp de concentration et une grande partie extermination. C'est-à-dire qu'à Auschwitz, il y avait plus de 80% de juifs. Donc c'était camp d'extermination. À Auschwitz, il y a la sélection dès l'arrivée. C'est la grande différence
avec le camp de concentration et la sélection, elle ne s'adresse qu'aux Juifs. Birkenau fait partie du complexe d'Auschwitz. C'est un sous-camp, mais un très grand sous-camp. C'est surtout à Birkenau que se trouvent les chambres à gaz et les fours crématoires. Donc là, le SS, quand il a eu compté et recompté le nombre de femmes que lui avait l'ordre de faire rentrer ce jour-là dans le camp, il nous a escortés à Birkenau. J'étais dans le même transport qu'Ida Grinspan. On est arrivé à Auschwitz. Là, en descendant du wagon, il y a un Allemand qui me dit « Quel âge as-tu » J'ai dit « J'avais 23 ans. Tu es en bonne santé ?» Je dis « Oui, oui. » Et puis je parle allemand. Je suis née en Allemagne. Il m'a dit « Tu veux travailler ?» Je dis « Je suis venue pour travailler. » Je ne savais pas que c'était un camp d'extermination. Ça fait qu'il a choisi 61 personnes, donc Ida aussi. Nous ne nous connaissions pas au début. On était tout. Puis des hommes à côté, puis tout le reste sont partis au four crématoire, bon, au gazage. On nous a rentrés, enfin tout ça avec des grandes émotions, des larmes. Je pleurais mon enfant. Et un jour, on m'a dit, si tu pleures, tu ne sortiras pas d'ici. Il faut que tu arrêtes de penser de ta vie intérieure. Pense à avancer maintenant tant que tu peux. Nous avons été au déshabillage, à la douche, rasés, tatoués. On nous a donné des habits. Les chaussures, on se les a recherchées parce qu'on n'avait pas tous les mêmes grandeurs de pied, donc il fallait avoir les chaussures adaptées à votre pied. Difficile, enfin, des habits qui n'étaient pas des habits chauds, n'importe quoi, on nous a donné n'importe quoi. Et nous sommes rentrés dans le camp. Première impression que j'ai eue de on appelle ça des koyas, des espèces de casiers où on s'enfourne. Nous, on nous en a mis 6 par casier. Quand il a fallu dormir, les 6, il a fallu qu'on se tourne tous en même temps. Et on a changé, tous les jours, nous avons changé, que ceux qui étaient en extrémité sont venus au milieu, afin que nous puissions avoir chaud, au moins une nuit de temps en temps. Parce que celle qui était en extrémité n'était pas bien couverte, il faisait vraiment très très froid. Tout de suite, immédiatement, on a instauré un tour de rôle. Et chacune de notre tour dormait au milieu. Bon, mais si on avait... Et puis je sais que d'autres camarades, d'autres groupes l'ont fait aussi. Si on n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Les plus faibles, elles auraient toujours été découvertes. Dans ces conditions, nous nous trouvions, le monde se transforme. Il y a des gens qui peuvent rester bien. Moi, j'ai toujours dit qu'une fois qu'on nous a enlevé nos habits, nos cheveux, nos bijoux, tout, qu'on est nus comme un verre, hein, le vernis tombe aussi. On est vrai. On est vrai. Périodiquement, il y a des sélections dans le camp. À n'importe quel moment, les médecins... J'hésite toujours à les appeler médecins, ces gens-là. Mais enfin, les médecins SS arrivent, nous font déshabiller complètement nus, les chaussures aussi, parce qu'ils veulent voir l'état des pieds. Et puis, vous passez devant les SS et ils vous regardent dans tous les sens. Et c'est eux qui jugent si oui ou non vous êtes encore apte au travail. Alors nous, on a un réflexe, on se tient droit, on bombe le torse. On a surtout trouvé un truc. Hein. On fait comme ça, là. On se pince comme ça très fort les joues pour avoir un peu de couleur, parce qu'on est complètement blanche. Hein. Mais on a des réflexes de survie comme ça. Et puis on passe, et puis ce sont les SS qui... Alors selon ce qu'ils décident, il relève votre numéro qui est sur le bras, si vous êtes nu, il le relève sur une liste et on vient vous chercher après dans le bloc et on vous emmène dans un bloc spécial qui est le bloc 25, qui là, je ne sais pas combien de temps restent les femmes, puisque j'ai eu la chance de ne pas être dans ce bloc-là, je ne peux pas vous dire, je crois que c'était une journée ou des fois un peu plus. Et ça, c'est vraiment le maximum de l'horreur, parce qu'elles sont dans cette pièce et elles savent qu'elles vont passer à la chambre à gaz. Nous étions donc 45 femmes. Très rapidement, beaucoup ont attrapé le typhus. Il y avait les poux bien crasés, on a eu les poux. La malchance de certaines a été de se gratter, d'être piquées par les poux et de se gratter, de se faire des croûtes.
Et quand les sélections sont venues, toutes celles qui avaient des croûtes sont parties à la chambre à gaz. De ce fait, au bout de 2 mois, nous n'étions plus que 7 sur les 45. Et au bout de 4 mois, on était 3. Moi, j'appréhendais les dimanches parce que je me souvenais qu'on avait chanté avant la guerre, ou au début de la guerre. Il y avait une chanson qui s'appelait « Sombre dimanche ». Et que des gens se suicidaient. Nous, on ne se suicidait pas, mais on nous tuait. Lorsque moi, je suis arrivé au camp d'Auschwitz, je me suis dit, tiens, on ne me tue pas. Moi, je savais ce qui se passait. J'avais vu une photo horrible. J'avais vu une photo horrible dans le cadre du mouvement de résistance dans lequel j'étais. Une photo horrible qui avait eu lieu dans le côté du ghetto de Varsovie, prise à Varsovie. C'est deux cavaliers SS, enfin allemands, n'est-ce pas, qui avaient pris un gamin, un jeune garçon, et qui l'avaient pris avec des cordes et qui le déchiraient en deux. Quand vous voyez des choses comme ça, moi que j'avais entendu la radio anglaise, que j'avais un certain nombre d'informations, j'appartenais à ceux qui étaient peut-être les moins incrédules, n'est-ce pas? Alors, sur le coup, c'était ça. Mais le coup du gazage, quand j'ai senti... Vous savez, nous sommes 60 ans après, hein, j'ai encore de la peine à imaginer que cette réalité a existé. Le 18 janvier, on évacue. Les Russes arrivent, les Allemands reçoivent l'ordre de nous évacuer. On plie bagages et on fait cette route terrible qui va durer 3 jours, hein, dans la neige, sans nourriture, sans rien. Sans rien. On l'a appelée la marche de la mort parce qu'environ la moitié des gens sont tombés sur la route parce que les SS achevaient les gens celles qui ne pouvaient pas avancer. Les morts étaient figés debout, assis, pas debout, mais assis, raides, gelés, parce que c'était mois de janvier, il faisait un froid très terrible, terrible. Survécu comme on survit dans des conditions comme ça, on ne sait pas pourquoi. On a cette force parce qu'on n'était quand même pas dans les meilleures formes pour subir un voyage pareil. Pendant qu'on marchait, quand on avait une fille qui était fatiguée, qui était au bord, on la prenait vite au milieu pour pas qu'elle soit remarquée par les SS et on lui donnait le bras pour qu'elle marche. Il y a des moments où on m'a donné le bras et il y a des moments où moi je donnais le bras. Alors je crois que sans l'aide des camarades, je pense que personne n'aurait pu faire la marche. C'était des petites chaînes de solidarité sans arrêt. Après, on nous a mis dans des wagons ouverts, bestiaux, où on a fait encore 3 jours, je crois. On était gelés contre ces wagons. Je ne sais pas comment on est sorti de là. Et nous avons terminé notre temps de prisonnière à Neustadt. Alors là, c'était un camp, un mouroir. On n'avait plus de chambre à gaz. Les gens mouraient naturellement d'épuisement. Et là, à Neustadt, Ida a été vraiment dans un état lamentable, lamentable. C'est-à-dire que déjà, elle avait de la fièvre. Elle avait ses pieds qui étaient gelés. Elle commençait à délirer. Et nous étions à ce moment-là nous avons été rassemblés en arrivant à Neustadt dans une baraque où il n'y avait que de la paille et où on était mal nourris parce que nous étions beaucoup trop nombreux. C'était un camp qui était complètement désorganisé. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais vous savez, c'était ma sœur de misère, elle était plus petite que moi, c'était la petite. J'avais quitté mes 2 frères et, si vous voulez, j'avais pour elle un amour fraternel, ça n'a pas de mots. Hein. Donc cette petite sœur de misère qui allait, si on ne faisait rien, avait déjà les pieds gelés. Bon, quand la grande graine s'y met, bon, c'est bien ce qu'il en résulte. Et j'ai pris mon courage à 2 mains parce que je ne parlais pas l'allemand. Parce qu'il faut dire qu'à plusieurs reprises,
le yiddish de Ida m'a bien aidée. Parce que quand on appelait mon numéro, elle me disait toujours « c'est toi qu'on appelle ». Ou alors elle me disait « baisse-toi, baisse-toi ». Elle, vous savez, elle m'a beaucoup aidée. Donc, si vous voulez, je me suis très attachée à elle. Et quand on était à Mönchstadt, j'ai dit « il faut la sauver, il faut faire quelque chose ». Alors, la première fois, je lui ai dit « tu sais, on va s'échapper et on va essayer que tu rentres au Révire ». Le Révire, bon, ben, c'était la baraque de l'infirmerie, quoi. La chance a voulu que la porte s'ouvre et que j'ai pu la projeter dans les bras d'une dame, bon, qui est devenue son infirmière et qui lui a sauvé la vie. Je peux dire que j'ai survécu grâce à elle. Ainsi, Wanda, c'était son nom, sauva Ida d'une mort certaine. Au lendemain de ce jour de liesse, le plus beau, le plus joyeux qu'ait connu le monde libre, dira Churchill, Ida recherchera sans désemparer sa bienfaitrice. Lorsqu'enfin, en 2001, elle la retrouvera, Wanda, dans le coma, mourra avant qu'Ida ait pu lui dire merci. Le débarquement sonne le glas du Troisième Reich. Bientôt, les malheureux déportés seront libérés. L'immonde bête nazie est vaincue. Tous les déportés qui sont revenus ont eu à un moment donné une chance. C'est des petites chances les unes après les autres. Demandez aux rescapés d'Auschwitz la confiance qu'ils faisaient à l'homme avec un grand H, quand ils sont sortis de leur camp. Demandez-leur donc l'idée qu'ils se sont fait de la notion de Dieu dans des lieux extrêmes, comme les camps de concentration, extermination. Moi, je ne peux pas répondre, je n'ai pas le droit de répondre. Je sais que cette notion était nulle et négative. Pourquoi? Parce que une des raisons qui ont fait que les Allemands ont créé ces camps, c'était qu'ils voulaient rendre l'homme un loup pour l'homme. Et que dans leur déstructuration de ce qu'est un homme, dans son humanité, ils ont détruit aussi cela pour qu'il devienne une bête par rapport à son frère. D'aucuns, avec moi-même, ont dit Dieu n'était pas à Auschwitz. C'est clair. Il n'était pas à Auschwitz, mais il n'a pas empêché qu'il y ait une fraternité entre les hommes, entre certains hommes. Il n'a pas empêché qu'il y ait une aide entre certains hommes. Et il n'y a pas non plus empêché que la loi de la jungle existe lorsqu'on se trouve dans une jungle et où nous nous trouvons dans des phénomènes de survie. C'est une chose terrible. De détruire en l'homme sa capacité d'attention à l'autre, parce qu'il est uniquement dans une condition de survie élémentaire. On a vu des pères qui ont empêché leurs enfants, leurs fils de manger. On a des choses qui sont absolument épouvantables. C'était une politique délibérée. Ce qui était le plus choquant, c'est de voir qu'on voulait vraiment nous avilir, nous enlever nous réduire comme des bêtes, nous enlever toute notre dignité. Et je crois que que c'était comment dirais-je, lutter pour rester digne, c'est une forme de résistance. S'il y a une personne dans ma vie dont j'ai employé un mot chrétien, mais dont je disais qu'elle était une sainte, c'est ma mère, et qui a eu au camp une attitude admirable, qui se serait vraiment laissé tuer, prendre sa soupe et autres, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle disait si on me la prend, c'est qu'il en a plus besoin que moi. Enfin, c'était... et elle était tout à fait... Dans la vie toujours, c'était vraiment... elle le portait sur son visage d'ailleurs, cette bonté, cette confiance dans l'homme, dans les gens. Et elle n'avait aucune foi religieuse. Elle n'en avait pas eu le besoin, elle était telle qu'elle était. C'est d'ailleurs particulièrement intéressant de voir dans les périodes de survie comment des hommes qui sont peut-être moins instruits que d'autres, mais ont des grandeurs d'âme extraordinaires.
des qualités insoupçonnées. Alors peut-être qu'ils vont les rechercher dans la religion, peut-être qu'ils vont les rechercher dans ce qu'ils ont appris dans le civisme ou dans ce qui a été leur culture personnelle ou familiale. Mais j'ai vu des choses tellement immenses, de gens peu instruits, mais tellement énormes, et ayant tellement de qualités humaines. Quand on pense que tout était programmé, moi ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a lancé des appels d'offres pour construire un complexe chambre à gaz crématoire. Donc ce sont des architectes qui ont fait ça, et on a pris le plus rentable, le moins cher, qui contenait le plus... Mais c'est impensable quand même que des gens aient pu construire des choses comme ça. C'est pareil que le laboratoire qui a donné le cyclone B, des tonnes et des tonnes de cyclone B, là, ce cristaux, est parti dans les camps. Ben, on pouvait quand même se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors tout ça, c'était motus et tous. Puis tout était organisé. C'est l'organisation scientifique qui fait frémir. C'est que les Allemands, qui sont un peuple intelligent, cultivé et tout, ont mis leur intelligence au service de la mort. Pourquoi détruire un homme qui est votre égal, sans parler d'être votre frère, qui est une autre notion de relation? Mais un homme, qu'il soit juif, noir, jaune, communiste, c'est un homme. Nul n'a le droit d'empêcher un homme de vivre. Et la perversion absolue que le nazisme a eue envers un groupe humain qui était devenu son ennemi singulier a été de mettre en œuvre cette politique d'extermination volontaire d'un groupe humain qui n'avait pas fait autre chose que d'être né ce qu'il était. Les enfants qui sont partis, et j'ai des photos d'enfants ici, ils vous regardent à travers une photo. Ces enfants seraient aujourd'hui des hommes de nos âges. Est-il pardonnable que pour la seule raison qu'ils étaient nés d'une mère juive ou d'une famille juive, ils aient été mis à l'abattoir? C'est pas acceptable d'une manière absolue. Quand je pense au camp, à tout ce qui s'est passé, à ce que j'ai vécu, mais surtout à ce que j'ai vu, c'est la chose qu'encore aujourd'hui je ne supporte pas. Même d'y penser, je ne le supporte pas. Quand je pense à la rampe de Birkenau où arrivaient les trains, où on les voyait arriver de nos baraques, et qu'on voyait qu'il y avait des enfants, et qu'on se disait que tous ces enfants, une demi-heure après, ne vivraient plus. L'idée même est insupportable. Je me souviens un matin, comme ça, avoir été travailler près d'une chambre à gaz et d'un crématoire, où à creuser des fossés. Il devait y avoir des problèmes de canalisation. Enfin, on creusait, on était dans une équipe de terrassement. Et il y avait un train, ou plusieurs trains, qui étaient peut-être arrivés dans la nuit. Et les gens qui s'étaient déshabillés, il y avait sur une pelouse, avec d'ailleurs, où il y avait entouré de pensées, comme c'était souvent, il y avait des fleurs, il y avait des vêtements d'enfants, des jouets, des béquilles aussi, une poussette, etc. À Isieux, dont je m'occupe, le plus poignant, c'est quand on récite la liste des 44 enfants en donnant leur âge. C'est-à-dire qu'il y en avait un certain nombre qui n'avaient pas 6 ans, 4 ans et demi, 3 ans et demi, 3 ans et demi. C'est comment un père de famille, car ils étaient tous, que ce soit les miliciens ou les nazis, pouvaient exécuter cet ordre-là. Sauf à admettre que si on fait passer le drapeau, la nation et l'ordre du chef avant, c'était le cas. Et puis l'habitude s'y met, c'est-à-dire quand vous avez rempli un convoi de 1000 personnes, ben, déjà le millier suivant, vous posez moins de questions. Je suppose. J'ai jamais eu la mauvaise idée, la mauvaise curiosité de m'interroger sur ce qui se passait dans leur tête, mais le brave père de famille, Feldgrau, qui poussait avec son mousqueton les enfants dans les wagons, sachant ce qui les attendait, il le savait mieux que personne, ça reste un geste inouï, enfin, on est abasourdi. Moi, j'ai reçu, après la fin de la guerre, j'ai reçu
Dans les 180 enfants, on m'avait confié pour les remettre en état pendant 3 mois dans une colonie de vacances, pour les remettre dans le circuit normal de la vie avec des adultes. Donc j'avais une petite fille qui avait peut-être dans les 3 ans, qui ne savait pas marcher, qui ne savait pas manger, puisque pour manger, on lui jetait un coton de pain par terre et elle l'a ramassé avec sa bouche. Mais il a fallu tout lui apprendre à s'asseoir sur une chaise, lui apprendre à se tenir sur une table, lui apprendre à manger, lui apprendre à parler. Et on lui a, même en 3 mois, on lui a même appris à chanter et à sourire. Donc c'était la plus belle de nos victoires, d'arriver à sortir ces enfants en bas âge de la nuit de la terreur. Ce que je voudrais dénoncer, c'est le crime de l'homme contre l'homme, d'abord. Et puis ensuite, qu'on puisse se souvenir d'une manière extrêmement claire que si cela a eu lieu, c'est grâce à une administration qui, de A à Z, a été complice et active. Ce n'est pas du tout une opération passionnelle. Ce n'est pas un crime parce que tu ne me plais pas, je te tue. C'est un crime parce que tu es ce que tu es et tu ne me plais pas. Et toi et les tiens, je veux te détruire. Et pour ça, je crée toute une hiérarchie administrative dont on a parlé un peu. Et ça, je crois que c'est cette notion de rationalisation du crime absolu qui a été possible et qu'il faut tout faire pour ne pas revoir se pointer à l'horizon. Je dirais naturellement de ne pas oublier. D'abord par respect pour tous ceux qui sont morts, pour l'histoire, pour qu'on sache, ne serait-ce que pour ça, pour qu'on sache, sans même penser à la leçon à en tirer, il faut le savoir. 6 millions de morts, il faut vraiment qu'on n'oublie jamais. Au sortir de la guerre, nous avions tellement vu de choses horribles que pendant des années et des années, on n'a pas eu la possibilité, on n'avait pas la volonté, on n'avait plus la volonté d'ouvrir la bouche et dire ce qu'on avait vécu d'horreur. C'était enfermé en nous-mêmes et ça ne pouvait pas sortir, c'était pas possible. Au fur et à mesure que passent les décennies, nos camarades disparaissent, puisque maintenant, moi j'ai 82 ans, les camarades disparaissent chaque année, on est de moins en moins nombreux, et je crois que moins nous devenons nombreux, et maintenant plus nous devons parler. Pour les anciens déportés comme Ida, ça doit être une obsession. Il faut témoigner à tout prix pour que tous nos voisins de baraque ne soient pas morts pour rien, etc. Je ne suis pas mécontent que mon nom soit associé à ce témoignage, qui est exemplaire de beaucoup d'autres, parce que c'est une traversée de l'horreur qui a été partagée par beaucoup. Donc je m'en suis fait, c'est pas dire que je m'en suis fait un devoir, ça s'est imposé à moi comme une des causes qui, elle, était sûre, parce que j'ai l'âge d'avoir côtoyé des causes politiques, mais qui ne méritaient, tout compte fait, pas toujours qu'on se dévoue pour elles, tandis que celle-là, elle est d'une pureté de diamant. Je veux dire, la déportation d'un enfant, le jour où l'humanité ne sera plus abasourdie par ce scandale, ça sera très grave. Oublier, ça serait une capitulation. Ça serait une capitulation de l'esprit, une capitulation de l'homme, et je crois que ça serait une déchéance de ce qui fait qu'un homme est un homme. Moi, je le perçois plus comme une responsabilité vis-à-vis des vivants d'aujourd'hui et des générations de demain. La crainte qu'on peut effectivement avoir, c'est que lorsque les derniers survivants, les derniers témoins de cette époque auront disparu, on rentre dans l'histoire. Bon, et c'est vrai qu'on étudiera la Shoah comme on étudie le Moyen-Âge, comme on étudie la guerre de 100 ans. Ce sera consigné dans des manuels d'histoire. Bon, il n'y aura pas de réflexion, puisque ça fera partie d'une époque qui n'est plus la nôtre. Bon, d'où l'intérêt quand même
quelques années, enfin, j'espère qu'elles seront le plus longues possible, où on a encore des témoins, et d'où l'intérêt de recueillir au maximum ces témoignages. Et après, ce n'aura pas la même consistance, mais d'essayer quand même de les faire passer auprès des jeunes générations. Encore une fois, en leur disant, attendez, ce n'est pas quelque chose qui s'est déroulé au Moyen-Âge, ce n'est pas quelque chose qui s'est déroulé à telle époque, c'est là, c'est récent, c'était au siècle précédent. On a un instinct de vie quand on est très jeune, à mon avis. On a un instinct de vie plus développé qu'une personne de 35-40 ans. Il y a une petite, une toute petite part d'inconscience. Parce que les faits sont là, il y a la cheminée qui brûle. On sait, tu vois, journellement, on a les capots qui nous démolissent le moral. Journellement, on a les capots qui nous insultent et qui nous disent n'importe comment. Ici, on rentre par la porte, on sort par la cheminée. Ça, c'est le leitmotiv, tu vois, les capots. Et malgré tout, on se cramponne, on se dit, il faut tenir le coup. Si on n'a pas une sélection, il faut tenir le coup, il faut qu'on s'en sorte. C'est certainement irréel d'espérer, mais on a quand même une petite lueur. Puis il y a des moments où on perd l'espoir, où c'est les camarades qui vous remontent le moral et vice-versa, hein. On n'a plus d'abord, quand on n'a plus d'espoir, on n'a plus de force, on ne tient que par la volonté. Alors quand on n'a plus cette volonté de vivre, on n'a plus la volonté de se battre pour trouver un peu d'eau, pour se laver, c'est fini, on croule, quoi, on se laisse aller. Je voulais savoir si vous avez revu votre nourrice. Oui, à la Libération, j'ai envoyé un télégramme et elle a accouru, elle est venue à Paris. Tu sais ce qu'elle a fait, ma nourrice? Elle était très croyante. Très catholique, très croyante. Mais c'était quand elle invoquait Dieu, c'était toujours la Sainte Vierge, pas Dieu. Alors elle a fait une promesse que si je revenais, elle ferait une offrande à la chapelle. Et elle a tenu parole. Comme je suis revenue, elle a offert une belle statuette à la chapelle. Et tu sais, elle n'était pas très riche, hein. Et ce qu'elle a fait de bien, c'est que pour le cas où la statuette, elle se casse, parce que c'est une statuette en plâtre, au mur, ils ont scellé une plaque. Merci à Marie, 1945. Et ça, quand elle m'a montré ça après la guerre, j'étais très bouleversée. C'était vraiment très touchant. La vie a repris ses droits avec ses petites exigences, parce que les élèves me demandent, mais alors, n'importe quoi qui vous arrive, alors maintenant, madame, à côté de tout ce que vous avez vécu, ben, je dis non, c'est pas vrai, parce que justement, on reprend le goût de la vie, et les choses, elles ont aussi leur petite importance. Et c'est ça qui est bien. Ça serait, je crois, épouvantable si j'étais blasée, si je me dis, oh ben ça, c'est pas important, j'ai vu pire. Non, 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 non. C'est comme ça qu'on appelle les petits. Petit. Je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, je ne pouvais pas me mettre à prier quand j'étais au camp. Mais dans ma petite tête, je me disais quand même, notre Dieu, le Dieu des Juifs, il nous laisse franchement tomber. Voilà ce que j'ai eu comme réaction. Et au fond de moi, je suis sincère, au fond de moi, je me suis dit, oh mais n'importe comment, Alice, elle prie pour moi.
Lorsque les nazis vinrent chercher les communistes, je me suis tu. Je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je me suis tu. Je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je me suis tu. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je me suis tu. Je n'étais pas catholique. Et quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester.